déjà mon activité là-bas, que je continue? Ou à quel moment le fait de ne plus, parce qu'à ce moment-là, tu vis ici, est-ce que ta tête était, je reste ici pour vivre jusqu'à la fin de mes jours, ou est-ce qu'il y avait déjà un projet qui était lancé, juste pour savoir à quel moment tu as Non, en pensé fait, à en l'Afrique? réalité, tu sais, pour moi, l'Afrique a été toujours à un côté de ma tête. Tu vois, tous mes projets que je réalisais, dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais retourner un jour en Afrique. Tu comprends? Et ça s'est accéléré, je t'avoue, avec l'immobilier. Tu comprends? Avec l'immobilier. Parce que en 2008, OK, bon, j'ai intégré Bombardier, si je me rappelle bien, en 2007, OK, vers avril 2007. Et à l'époque, j'avais comme effectivement comme bon ingénieur à Bombardier, j'avais un super salaire, surtout en comparaison. J'avais bon à l'époque, on parle de 55 000 $ quand je suis rentré, quand j'ai intégré Bombardier. Et pour moi, je pensais que j'avais réussi, hein. Je t'avoue, pour moi, j'étais avec Bombardier, c'était mon rêve en fait. En gros, tout ingénieur qui veut travailler dans l'ingénierie, travailler à Bombardier, c'est le rêve de tout ingénieur. Et quand même je disais à ma famille au bled que j'étais à Bombardier, c'était une fierté. Ah oui, depuis qu'il a l'âge de 10 ans, il voulait voler dans l'espace. Là, maintenant, il travaille à Bombardier. C'est super, tu vois. Donc, Mhm. du coup, mais qu'est-ce qui a fait que derrière, j'ai comme, on va dire, accéléré vers l'Afrique? Comme je le disais, c'est l'immobilier. En 2008, il y a la Banque nationale encore qui m'appelle. Ils me disent à M. Guéraud, est-ce que vous êtes intéressé pour acheter un appartement? Je dis, ah ouais? Mais moi j'étais en locataire. Attends, moi, j'étais avec mes gars, là. J'étais avec mes gars. Je dis, mais Sans te couper, tu avais dit qu'il t'avait proposé 50 000. Tu les avais pris ah oui, finalement mais je les ai ou... pris. Bien Ok. sûr que je les ai pris. À 100%. Il semblait bien. Ok, je voulais Ah, mais savoir. Ok. qui refuse ça? Attends. Ah. Donc, du coup, en 2008, ils viennent me voir et puis ils disent, ouais, monsieur Guéraud, on voit que vous gérez bien vos affaires, des choses comme ça. Et que, est-ce que vous êtes intéressé pour acheter un appartement? Je dis, bon, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que je suis capable d'acheter un appartement? Il dit, oui, mais bien sûr, venez nous voir. Et du coup, je vais les voir. Ils me qualifient pour 230 000 $. Et en plus, ils me disent, j'ai même pas besoin de mettre 1 $ pour mise de fonds. Je dis, ah ouais? Waouh! En plus, à l'époque, rappelez-vous, les taux d'intérêt étaient de 0,5%. 2008, hein? Ouais, Ouais. ouais, après 2008, c'était. Ouais, très, très bon. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais écoutez, bon, bien sûr que je veux. Donc, c'est dans ce sens-là que je fais mon premier achat. C'était un marché à Toiteur, un appartement là-bas, proche du canal de la Chine. Super bel appartement. J'ai fait des analyses, tout, une analyse d'ingénieur, là, tu sais, j'ai fait des calculs. J'ai regardé les superficies, tout, un truc bizarre d'ingénieur, là, qu'on aime bien faire. Et je décide donc effectivement de partir, d'acheter là-bas avec ma copine à l'époque. Ça se passe super bien. Un an plus tard, on est à la maison. Je travaillais toujours à Bombardier. Bon, la vie était belle. Un an plus tard, il y a un gars qui tape à ma porte et il me dit, Monsieur Guéraud, je suis intéressé pour acheter votre appartement. Je dis, non, je n'ai pas à vendre. Il dit, Monsieur Guéraud, à combien vous voulez le vendre? Je dis, ouais, si je le vends, 350 000. Il me dit, OK, c'est parfait, est-ce qu'on peut négocier? Oh. Je dis, OK, vous voulez négocier? Je dis, oui, est-ce qu'on peut négocier? Parce que ça m'intéresse vraiment d'acheter votre appartement. Je dis, OK. Pourquoi? Il dit, non, il y a sa cousine qui habite là et elle me dit que c'est un beau cadre, donc j'aimerais vraiment vivre. Je dis, OK, mais c'est sérieux, là. Il dit, mais monsieur Guiraud, c'est sérieux. Donc j'appelle ma copine à l'époque, je dis, bébé, on vend l'appartement. Elle dit, non, comment ça? Pas de Donc négociation. on négocie, on arrive à peu près à 322 000. Donc c'est-à-dire qu'en espace de un an, je me suis fait 120 000 $. Je dis, OK, bizarre. J'achète encore un autre appartement avec les 120 000. J'achète encore un appartement. 2 ans plus tard, rebelote. 200 000 $ de bénéfices. Oh. Donc je me suis dit, merde, en 3 ans, je me suis fait pratiquement 300 000 $ qui représentent plus ou moins 5 ans de travail à Ah, Bombardier. attends, attends, parce que Ouais, là, tu me dis ouais, des voilà, c'est là que tu chiffres. fais le lien. Ouais, je comprends. Sans te couper, tu dis des chiffres comme ça, de 200 000, et tu vois, là, tu vas effrayer l'audience. Quand tu fais 200 000, c'est 200 000. Après, quand on enlève les taxes, tu as fait un 15 000 ou c'est 200 000 in the pocket, dans la poche? Bon, désolé de te le dire, c'est 200 000 dans ma poche. Mhm. Non, très simple, ok, très simple. Ici, quand tu achètes une maison résidentielle où tu vis et quand tu vends, 100%, ça va dans ta poche. C'est pas imposable. Tu comprends?
Et c'est exactement ce qui s'est passé. En espace de 2 ans pratiquement, je me suis fait 300 000 dollars qui représentent plus ou moins 5 ans de travail à Bombardier. J'étais énervé. J'étais fâché. Parce que je me suis dit, merde, j'ai raté quelque chose de ma vie. Là. Parce que putain, j'ai travaillé comme un fou, comme ingénieur. En fait, à Bombardier, il faut savoir aussi qu'à Bombardier, quand il y avait un avion qui avait un problème sur l'avion, donc tout, on avait 20 000 employés, c'est moi qu'on vient chercher pour déterminer quel est le problème et de faire un rapport sur il y a un problème, voilà, je pouvais même bloquer les flottes d'avions. Donc j'avais un poste de responsable et de responsabilité. J'étais cadre. Mais comment ça se fait qu'en espace de 3 ans pratiquement, 2 ans, j'ai pu avoir 300 000 dollars? C'est pas possible. Donc je me suis intéressé à l'immobilier maintenant. Et en 2011, je vais vous je vais vous dire quelque chose que même les gens de Bombardier ne savaient pas, et même les gens de la banque ne savaient pas. Qu'est-ce que j'ai décidé en 2011 de faire? C'est que malgré le fait que j'étais à Bombardier à temps plein, j'ai décidé de commencer à travailler dans une banque ici, à temps partiel. Mais la banque ne savait pas, parce que la banque se dit, ah mais monsieur Guéraud, vous êtes à Bombardier? Mais non, c'est bon, je démissionne de Bombardier. Je démissionne. Donc je travaillais à une banque à temps plein pour eux, mais pour moi c'était temps partiel. Mais je travaillais aussi à Bombardier derrière. Comment tu Ah non, faisais? ah, mais, bon, voilà. Comment je faisais? C'est ça. Quand tu dis temps plein, c'est vraiment temps plein, donc de 8 heures à 9 heures. Bombardier, je faisais semaine. Je faisais 40 heures semaine et souvent même 50 heures. OK? Mais à la banque, ce qui est beau, la beauté de l'histoire, c'est que j'étais recruté comme directeur de développement mobile. OK? Développeur, non, directeur hypothécaire mobile, c'est ça. Bon, Hmm. directeur hypothécaire mobile. Donc, du coup, je rencontrais monsieur, madame, tout le monde pour Ouais, pouvoir je acheter vois. l'immobilier et puis je les accompagnais. Donc, du coup, j'étais mobile. Je n'avais Hmm. pas un bureau fixe, je ne devais pas partir tout le temps à la banque. Tu Ok, comprends? Ouais. Et qui fait que, vu que j'avais bien compris l'aspect immobilier, donc du coup, j'ai apporté des bons conseils à mes clients. Tu vois? Donc, du coup, au fur et à mesure, malgré le fait que j'étais à temps partiel, la première année, bon, c'était un peu difficile, j'ai eu 30 000 dollars, qui était quand même la moitié de mes revenus à Bombardier. La deuxième année, en 2013, j'ai eu 85 000 dollars à la banque. À Bombardier, j'avais arrivé peut-être 70 000 dollars. Donc, je travaillais à temps partiel à la banque et j'avais 80 000 dollars. Temps plein à Plus. Bombardier, j'avais 70 000 Hmm. dollars. Le calcul était fait. mhm. Le calcul était fait. Donc, en 2013, bingo, Bombardier annonce 4 000 licenciements. Ouais, Licenciement, ouais. restructuration. Ouais. Hmm. Restructuration. Je dis, ouais, je serai viré. Parce que Opportunité du siècle. chaque département devait être touché. Tu vois? Et comme moi, dans mon département, on était 5, et puis moi, j'étais le dernier, le plus cool, parce que eux, les autres, c'était des doctorants, des gars, là, tu vois, des cheveux qui sont bizarres, là, tu vois. Et moi, Hmm. j'étais simple, je venais d'arriver, donc je me suis dit, c'est sûr. Je me dis, c'est sûr, ok, que Ouais, c'est moi qui le vire. le premier Tu viré, vois? hein, genre. Le premier viré, cool. Malheureusement, c'est Et- pas passé comme ça. Non? Malheureusement. Ils t'ont gardé. Malheureusement. J'attends une semaine, je rentre et je vois des gens qui pleurent, tout. Je dis, ok, mais putain, mais dépêchez-vous. Et nous, 10 jours, putain, il n'y a toujours rien. Je vais voir mon boss de l'époque, Nicolas Bellé. Il va se rappeler. Je dis, bon, Nicolas, il y a un gros problème là. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, à cause du licenciement. Il dit, mais non, Guéraud, attends, Guéraud, calme-toi, calme-toi. À Bombardier, là, ils vont licencier tout le monde. Vous, là, vous êtes safe. Ah ouais, ouais. Ça t'arrange pas, toi. Ah, Lui. ça m'arrange pas, gars. Ouais. Ça m'arrange pas, je te jure, ça m'arrange pas. Mais donc, du coup, bon, là, maintenant, il fallait que je joue des stratagèmes. Et je dis à mon gars de Bombardier, je dis, bon, en 2013, je venais d'avoir ma fille en plus à l'époque. Donc, je dis à mon gars, je dis, écoute, concrètement, bon, je suis un peu mal pris parce que je viens d'avoir une fille et en Afrique, c'est les hommes qui restent à la maison pour gérer les enfants qui viennent de naître. Je lui dis ça comme ça. On Oh ne my pas, je lui dis days. ça C'est comme ça. bon. Il dit, ah ouais? Il dit, ouais, tu sais, donc là, du coup, et comme ma femme, elle a pris son congé, donc du coup, bon, je serai obligé de prendre aussi un congé, mais bon, je serai obligé d'arrêter, de démissionner pour pouvoir vraiment gérer, parce que je sais que vous ne pouvez pas me donner de congé long terme, donc je suis obligé d'arrêter Bombardier pour faire ça. Il dit, mais non, mais il dit, monsieur Guéraud, il dit, Guéraud, ça, va, laisse-moi réfléchir. Je prends ma voiture,
Je vais à la maison. 10 minutes plus tard, il y a la directrice de ressources humaines de Bombardier qui m'appelle. Et ils essayent de faire un arrangement avec moi, à savoir, Monsieur Guéraud, voilà ce qu'on te propose. Travail temps partiel, on te paye tant, on te fait ci pendant 1 an. Je dis quoi? Bon, je ne vais pas donner les détails parce qu'on ne sait jamais Oui, qui oui, écoute je la comprends, je vidéo. comprends. Ouais. Mais par contre, je dis quoi? Il me donne ce montant d'argent-là pour que je reste à temps partiel. Je dis, mais non, parce qu'il m'adore. Je rentre à la maison, je dis à ma femme Magali, waouh, super, on a le jackpot. Rapidement, pour faire une histoire courte, elle me dit non, pas une bonne idée, parce qu'après 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes. Donc, je sais que tu es un entrepreneur, je sais que tu es capable de faire ce que tu dis que tu vas le faire. Donc, n'accepte pas leur proposition, démissionne et lance-toi à fond dans ce que tu fais. Tu vois, Hmm. c'est ce qu'elle me dit comme conseil. Et heureusement de ce conseil, parce que le faire autrement, ce serait voler la plus grande entreprise québécoise ici en aéronautique. Ce ne serait Hmm. pas très intéressant pour moi. Ouais, je Donc, comprends à du long coup, j'ai terme. suivi ton conseil. Le lendemain, j'ai donné ma démission et j'ai recommencé une autre vie à temps plein dans le financement immobilier. OK? Et le financement immobilier, je vous avoue, l'année qui a suivi, j'étais l'un des plus grands, j'ai eu l'un des plus grands volumes hypothécaires ici au Québec. OK, 2013, 2014, 2015, j'étais le numéro un en termes de financement immobilier ici au Québec. Et ça m'a permis effectivement pas de doubler, pas de tripler, pas de quadrupler mon revenu, de partir très loin. OK? J'étais quand même en 2015, j'avais une bonne visibilité de comment on pouvait accompagner les gens ici. Et donc, du coup, là, maintenant, au lieu de travailler pour une banque, j'ai créé ma propre franchise hypothécaire. Et la beauté de l'histoire, c'est que j'étais le seul black, le premier black à pouvoir créer une agence financement immobilier au Canada. Okay? Donc, je l'ai créé ici qui s'appelle Galerie Financière. Et Hmm. Galerie Financière, c'est une entreprise de financement. Okay? On a commencé rapidement à obtenir à peu près une vingtaine de personnes, des courtiers qui travaillaient pour l'entreprise. Mhm. Et rapidement, je voulais créer cette entreprise pour pouvoir avoir une visibilité vers l'extérieur. Donc, c'est dans ce sens-là que rapidement, j'ai accompagné les investisseurs étrangers à venir investir ici au Canada. On finançait ces investisseurs étrangers avec les banques canadiennes. C'est un projet qu'on a mis en place. On finançait les investisseurs étrangers du Sénégal, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. On les accompagnait, on les finançait avec des banques canadiennes basées sur leurs revenus au pays pour venir acheter de l'immobilier ici. OK? Hmm. Et donc, il fait qu'on a accompagné une centaine de personnes. Et c'est dans ce sens-là qu'au fur et à mesure, j'ai pris goût à vouloir répéter la même chose en Côte d'Ivoire. OK? Ok. Et c'est comme ça qu'en 2020, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai donné l'entreprise en gestion ici. Et je suis parti en Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer, en gros, les outils, les idées, ce que j'ai appris de bien ici pour pouvoir, en gros, apporter ça à la Côte d'Ivoire et même, pourquoi pas, à l'Afrique. Quel parcours, en tout cas. J'aime toujours ton esprit de toujours numéro un, viser le numéro un. Écoute, je vais laisser Diogène continuer parce qu'il va Attends, être. on vise Ouais. le numéro un, mais il faut être cool aussi, hein. Moi, je suis très cool, hein. Je suis pas un Mais t'as gars. pas l'air, hein? T'as pas l'air. Tu m'as l'air d'être quelqu'un vraiment, tu vois, fonceur. Je sais pas si ça vient vraiment du fait que ton papa t'a dit, toi, là, si tu doubles, là, ça va être compliqué. Mais là, en tout Non, il cas, faut être je. cool. Parce que tu sais, tu n'as pas besoin de vouloir être numéro un pour pouvoir écraser l'autre, écraser ton prochain, écraser. Au contraire, moi, ma force dans l'histoire, c'est quoi? C'est que je m'entoure de personnes que je mets très haut. OK? Et c'est parce que je m'entoure de personnes et que je donne tout à ces personnes, automatiquement, il y a un impact sur ma business et automatiquement, je grandis. Tu comprends? Et au final, je crée des business et je donne mes business à d'autres personnes et ces business-là, ils vont très haut et automatiquement, je gagne en arrière. Donc, c'est vraiment travailler avec la communauté, travailler avec les gens autour de moi qui me permet effectivement d'aller très, très loin dans ce que je fais. Ah, J'aurais d'autres questions. Je vais laisser Diogène continuer, mais ah, j'aurai d'autres tranquille. questions quand on va terminer. Non, c'est plus Ah, ok, ok, général, donc ok. comme ça, on continue quand même le parcours, C'est selon parfait. ton parcours. Ok, mais non, mais c'est excellent, c'est excellent. Puis notez que ouais, tes parents t'ont aidé, puis il y a aussi eu ta femme qui a clairement dit vas-y, vas-y, fonce, et ça a explosé. Donc, financement, donc Abidjan, est-ce que tu faisais de toute façon déjà des allers-retours ou avant 2020 ou il y a eu un switch Oui, oui. En fait, avant 2020, pour te dire, c'est que je partais quand même en vacances, quand même, tu vois, pour voir, pour mhm, comprendre le marché.
Et j'ai créé en 2018 avec des partenaires ici DACA pour la délégation d'affaires Canada-Afrique. Ok. Mhm, Je voulais rapidement créer des liens d'affaires entre l'Afrique et le Canada mhm. parce que je trouvais que le modèle canadien était un modèle très simple. C'était un modèle où on pouvait prendre et comprendre comment ça fonctionnait ici pour pouvoir, je dirais, appliquer ça dans nos univers en Afrique. Et il y a donc, du coup, j'ai créé ça en 2019. En 2020, lors de la pandémie, le jour même pratiquement de la pandémie, j'ai organisé, je dirais, une mission économique en Côte d'Ivoire où j'ai amené à peu près une vingtaine d'entreprises canadiennes à aller en Côte d'Ivoire pour explorer le marché économique de la Côte d'Ivoire. C'est un gros Excellent. succès parce qu'il y avait plusieurs ministres qui ont participé. Il y avait pratiquement 300 entreprises ivoiriennes qui ont participé. C'était vraiment un gros tapage médiatique à l'époque. Et au fur et à mesure, mes actions m'ont fait comprendre à d'autres personnes que, effectivement, j'étais une personne qui était débrouillait, qui tapait, qui montait, qui avançait, et que j'avais pratiquement peur de rien dans la business. Et c'est dans ce sens-là que rapidement, j'ai été capté par une entreprise pour pouvoir implémenter leurs solutions en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était Excellent. une Une belle entreprise occasion. canadienne. Ouais. Ouais, une entreprise canadienne. Pour moi, c'est une belle occasion parce que au-delà de cette entreprise, je voulais aussi voir le marché, comprendre le marché et pourquoi pas après travailler et mettre en gros tout ce que j'avais appris au Canada en application en Côte d'Ivoire. En 2019, il y a quelque chose aussi qui nous a permis de prendre des décisions aussi rapides. C'est que vous savez, en Afrique, les gens n'ont pas obligatoirement des comptes bancaires. Mhm, Malheureusement, le taux d'inclusion financière est très bas. Ok, mhm, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement 18 à 22% des gens qui ont un compte bancaire. Du coup, à l'époque, il y a une banque avec qui on a travaillé, qui est la banque EcoBank, ok, mhm. pour pouvoir mettre en place je dirais un projet révolutionnaire. Ok, révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'on devait mettre en place la franchise bancaire. Ok, Ouais. on a franchi la franchise bancaire, donc du coup, on a travaillé avec EcoBank beaucoup et on a créé la première banque franchisée d'Afrique. Ok, à Genoula, même à Genoula, dans le pays, dans la ville où j'ai grandi. On a Mhm. créé la première franchise bancaire, on a créé notre propre agence bancaire à Genoula. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peut ouvrir sa propre franchise. C'est comme en gros une banque prépayée. OK? À savoir, par exemple, je mets 100 000 dollars dans un compte bancaire à EcoBank, j'ouvre ma propre agence bancaire et quand il y a une personne de cette banque-là qui vient dans ma banque, je le sers comme si c'était la banque, mais en réalité, c'est mon argent. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, pour la banque, il y a des garanties parce que l'argent ne va jamais disparaître parce que c'est mon argent avec qui je travaille. Et à chaque fois que je travaille mon argent, la banque me donne une commission. Tu comprends? Donc, tu fais qu'en faisant ça, ça m'a permis, moi, effectivement, de créer une agence bancaire. Ça m'a permis, effectivement, aussi de donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde d'ouvrir un compte bancaire. Et aujourd'hui, EcoBank, ils sont rendus maintenant à 9000 agences bancaires en Côte d'Ivoire. OK? Basé sur ce modèle. Et aujourd'hui, la banque EcoBank, c'est la numéro un en Afrique à Ouais. Mais cause. excuse-moi, qu'est-ce que toi tu touches là-dedans quand tu fais ça? Est-ce que tu touches quelque chose ou c'est Ah oui, bien vraiment sûr, bien bénévolement? Ok. sûr, bien sûr. Bro, c'est du business, bro. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Ouais, c'est Non, en fait, en le réalité, business vous savez, model. c'est comme Orange Money, par exemple. Ok. Tu peux créer une cabine d'Orange et quand il y a un Ah, gars, ok. quand tu viens, tu me fais un Commission. dépôt d'argent de ton compte banque, de ton compte Orange là. C'est le même principe, même pour la banque. Donc, c'est Ok, je beaucoup plus comprends. sécurisé, c'est beaucoup plus clean et il y a très peu de gens qui savent comment le faire. Et nous sommes les leaders dans le domaine en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons mis ça en place avec les banques. Et aujourd'hui, on accompagne beaucoup de banques aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans leur, je dirais, processus de franchisation. Donc, il y a beaucoup de banques maintenant. Parce que vous savez, créer une banque dans une localité où il y a peu d'habitants, c'est beaucoup d'investissement pour la banque. Alors Ouais. que travailler avec 15 personnes et 15 personnes ouvrent des mini-agences, c'est beaucoup plus facile pour la banque. Et donc, la banque est avantageuse parce que l'argent, les 100 000 dollars, par exemple, si je mets les 100 000 dollars, les 100 000 dollars sont dans un compte bancaire à la banque EcoBank. Donc, du coup, la banque accroît leur niveau de capitalisation. Donc, c'est bon pour la banque, c'est bon pour l'individu qui vient parce qu'il y a un service de proximité qui se crée
Et c'est bon pour moi parce que derrière moi, à chaque fois que je sers, j'ai des commissions qui rentrent. Donc, c'est un système qu'on a mis en place. Donc, aujourd'hui, la banque Ecobank a à peu près 9 000 agences et ça fonctionne bien. Et il y a d'autres banques qui veulent le faire. Donc, du coup, j'avais déjà une attache en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a ça roulait, ça commençait à grandir, tout ça. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait d'autres opportunités. Et comme je savais faire de l'immobilier et du financement, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'immobilier et du financement en Côte d'Ivoire. Et Mhm. aujourd'hui, c'est ça que je fais aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent acheter au pays, mais c'est compliqué pour eux Ouais. Ouais. en termes de sûreté, de confiance, etc. J'ai deux questions. Une première, c'est une qui vient en fait du public, là, qui vient de Maxence, en fait. C'est lo- lorsque tu es retourné à Abidjan, on va dire, comme tu faisais des allers-retours, mais on va plutôt parler de 2020. Est-ce que tu as eu des difficultés, est-ce que tu as eu des difficultés particulières à toi, à ton retour? J'ai eu d'énormes difficultés. Non, ça, je vous l'avoue, hein, je vous l'avoue, c'était très difficile. Ok, Mhm. très difficile parce que j'étais, on va dire, j'avais des principes. Pour moi, les gens étaient honnêtes. Pour moi, les gens étaient corrects. On travaillait, tu vois, un peu le bisounours canadien, là, tu vois. Ouais. On était très, tu vois, on arrive, on voit pas de mal partout. On voit, il y a beaucoup de gens qui nous entourent, comme par hasard, mais ils sont tous de bonne intention. Mais effectivement, la difficulté que j'ai eue, c'est la confiance. Ok, vraiment. Ok. Parce que j'ai mis ma confiance à différentes personnes et c'était pas obligatoirement des personnes qui méritaient cette confiance. Ok. Mhm. Et malgré les principes de base de la business que je connaissais, je devais me réadapter, refaire mon logiciel. Ok. Je devais comme refaire un logiciel complètement pour pouvoir en gros m'en sortir, tu vois. Et je t'avoue, ça m'a pris 2 ans, ok, pour refaire ce logiciel, tu Waouh. vois. 2 ans parce que pendant les 2 premières années, c'était complexe parce que rien n'allait comme il fallait. À savoir parce que tu sais, au Canada, tu travailles, tu discutes avec quelqu'un, boum, vous deux vous êtes intéressés, vous allez de l'avant. En Ouais. Côte d'Ivoire, tu discutes avec quelqu'un, vous deux vous êtes intéressés, et après, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne Mhm. sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. Mais c'est lent, c'est compliqué. Mais tu dis, mais putain, mais il semblait être intéressé, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais attends, et donc tu Ouais. insistes, tu insistes, tu insistes, tu perds beaucoup de temps, ok, à convaincre quelqu'un, et au final, ah ouais, mais tu sais, non, parce que non. Voilà. Et puis au final, ça ne se fait pas, tu vois. Ouais. Et qui fait que souvent, il y a une perte de temps qui est immense, tu vois. Ouais. Et derrière aussi, vous savez, il n'y a pas beaucoup de services de personnes, d'entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement. Tu comprends? Tu sais, mes critères à moi, là, définitivement, ce ne sont pas les mêmes critères que les gens là-bas. Tu vois? Ouais. Les gens là-bas, ils sont beaucoup habitués à un système peut-être même européen. Le système canadien, il est spécifique. OK? Il est très particulier. Et du coup, nous, qu'on arrive, on se dit, oh purée, mais non, ça va aller, ça va avancer, non, ça va aller, ça va avancer, mais ça n'avance pas parce qu'ils sont dans un autre système. Tu comprends? Maintenant, la force qu'on doit faire, c'est comment, avec ce système, on doit quand même comprendre, faire nos classes, reprendre, casser tous nos stéréotypes, notre manière de fonctionner, refaire un logiciel et réapprendre à faire de la business africaine. Par contre, sans oublier notre manière de faire. Mais c'est ça, c'est quoi le... Donc tu dis que tu as dû refaire ton logiciel pendant... Ça t'a pris 2 ans pour reboot le logiciel. Tu as mentionné la perte de temps, peut-être parce que quelqu'un prend plus de temps pour se décider ou pour répondre. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc quand tu choisis des collaborateurs ou quand tu choisis des clients, est-ce qu'il y a d'autres éléments là que tu ne regardais pas avant et que maintenant tu dois regarder En fait, tu sais, je regardais. Et bon, ici, quand par exemple, il y a une personne qui dit qu'il a fait une expérience où je vois effectivement son background, je peux faire deux, trois appels, et puis voilà. Ouais. Et j'ai accès à l'information. Là-bas, Mhm. il y a une personne qui dit qu'il a fait un diplôme, il a fait ci, il a fait ça. J'appelle, on ne me répond jamais, on cache l'information, on fait ci. Donc, du coup, aller prendre l'information, c'est compliqué. Et Ouais. alors que maintenant, quand tu recrutes quelqu'un, là, tu vois, le mec, tu te rends compte même qu'il ne sait même pas utiliser Word ni Excel, tu vois. Et tu vois même que tes collaborateurs qui sont les mieux expérimentés, ils viennent avec un état d'esprit du genre parce que je suis l'aîné, du coup, il y a un petit jeune là, il ne peut pas me parler mal parce qu'il y a un moment de respect, il faut avoir le respect. Ah non, il y a trop de concepts là.
Ouais, 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 voilà, c'est Le, ça. Ah, c'est le important, c'est important. respect, non, faut pas me déranger, non, si, c'est lourd, tu vois. Ouais, c'est Mais par important. contre, il y a d'autres personnes, effectivement, et c'est pour ça que j'adore, et c'est pour ça que je suis au Côte d'Ivoire encore, c'est que malgré tout ça, ok, il y a de la business qui peut rouler. Une fois que tu as bien compris. Tu Mhm. comprends? Parce que tu sais, en Côte d'Ivoire, ici, je peux, par exemple, faire un projet, réaliser 15%, 20% de rendement, des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, je peux faire du 100%, je peux faire du 200%, 300% de rendement. Tu comprends? Mais Mhm. par contre, ça vient avec le risque aussi en arrière. Tu Ouais, comprends? exact. Mais il faut comprendre ça. Tu sais, tu ne peux pas dire, ah oui, tu sais, en Afrique, là, ici, on est fiers de dire ça. Tu sais, en Afrique, là, quand tu investis 100 000, tu as 200 000, tu as 250 000. Mais ça Ouais, vient aussi avec le risque. Tu exact. comprends? Ça vient avec le risque. Et donc, en gros, il faut supporter ce risque-là, tu vois. Maintenant, c'est comment mitiger le risque en arrière. C'est comment Mhm. mitiger le risque pour que derrière, effectivement, tu passes le 100% ou le 150%. Tu comprends? Ouais, Et c'est ouais, dans ouais. la mitigation des risques qui va faire que derrière, tu vas comprendre ton projet, comprendre ton environnement et adapter à ton environnement. Est-ce que aussi, donc, parce que tu fais du financement immobilier, donc est-ce que aussi, parce que les familles africaines, on est en général réfractaires à la dette, réfractaires aux emprunts. Donc, et tu as parlé aussi du fait qu'il y a eu un déficit au niveau de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Donc, Ouais. comment est-ce que tu vois la consommation de produits financiers d'un tel produit? Non, en fait, en réalité, tu sais, quand on dit que les pays africains, la famille africaine sont réfractaires au financement, c'est faux. Ok. Parce que, non, c'est complètement faux. Et je vais comme on peut choquer tout le monde. C'est parce que, tout simplement, c'est très difficile d'obtenir du financement qu'ils ont abandonné et ils font autre chose. Tu comprends? Ok. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas parce qu'en général, ils ne peuvent pas. C'est parce que c'est compliqué d'obtenir du financement. C'est parce que les gens, les banques ne connaissent pas les consommateurs. Les banques, Mhm. effectivement, parce qu'ils n'ont pas de données qui va leur permettre effectivement de prendre des bonnes décisions pour pouvoir financer un individu. Et l'individu, il voit ça tellement compliqué que ça le désintéresse. Donc, du coup, il crée des systèmes D. Et c'est parce que le système ne va pas bien que, du coup, on a créé d'autres types de systèmes pour pouvoir, je dirais, faciliter l'intégration des gens. Mais sinon, je peux te dire, hein, tout le monde que j'ai rencontré, si je leur dis, tenez 100 000 dollars pour pouvoir faire ce projet, ils vont courir là-dessus. OK? Et Mhm. Ok. c'est ça maintenant notre méthode, c'est ça notre stratégie aujourd'hui. Notre stratégie aujourd'hui, c'est de créer, de faire bouger la machine. Pour faire Mhm. bouger la machine, il faut travailler sur l'inclusion financière, il faut travailler sur la franchise bancaire, il faut travailler sur les principes de base pour pouvoir, en gros, que la banque puisse connaître les gens. Et c'est ça notre accompagnement en réalité. Que nous, Ok. on accompagne, parce qu'on accompagne beaucoup de banques. Nos clients, parce que j'ai un cabinet conseil en Côte d'Ivoire qui travaille beaucoup dans l'accompagnement stratégique des banques, la digitalisation des banques, la transformation numérique et la cybersécurité. On accompagne beaucoup la banque dans cette transition digitale qui va leur donner des outils pour pouvoir connaître leurs consommateurs. Tu comprends? Et Excellent. c'est ça, en fait. Moi, je passe par la banque. Mais ça, c'est bon, un cabinet que j'ai. L'autre cabinet que j'ai aussi, c'est dans le côté immobilier. Je travaille aussi à mettre des outils dans l'immobilier. Comme ici, là, j'ai créé un Centris immobilier, par exemple, une plateforme digitale où on a sécurisé tous les inventaires en Côte d'Ivoire. Par exemple, tous les promoteurs immobiliers, on les a validés. On a validé tout ce qu'ils faisaient. On a validé tous les propriétés. On les a mis tous dans une même plateforme digitale. Et cette plateforme digitale, là, on les donne en gros ouvert à l'ensemble des personnes de la diaspora pour venir acheter. Ça, ce sont des outils qu'on propose qui vont Super. venir changer la mentalité des gens. Ouais, pour les habitants de Montréal, je pense que c'est un peu comme un centris, là, C'est exactement j'utilise ça. le centris. Ok. Euh, peut-être que tu les as mentionnés en parlant de ton immobilier, le conseil que tu donnes aux banques, mais tu as DG International et la Joy Consulting. Est-ce que ce sont bien ces deux activités-là? C'est bien ça, ouais. C'est bien DG ça. Ok. International, en fait, DG International, c'est beaucoup plus large que ça aussi. Parce que DG International, c'est vraiment, je dirais, l'entreprise par excellence de business developer. OK? Par Ouais. exemple, aujourd'hui, on fait de la conciergerie d'affaires. Toutes les entreprises canadiennes qui veulent aller en Afrique travailler, en général, elles passent par nous pour pouvoir, en gros, rentrer dans des marchés. OK? Et vice-versa. OK? Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent travailler avec des entreprises canadiennes. Elles passent par nous et puis on travaille avec elles. Et d'où même l'intérêt après derrière qu'on a créé la Chambre de commerce canadienne en Côte d'Ivoire. Et c'est la première chambre de commerce
qui existent dans un pays africain. Et même que lors de l'ouverture de la Chambre de commerce canadienne, Canada-Côte d'Ivoire, il y a la présidente du Sénat du Canada qui s'est déplacée. Il y a la sous-ministre de l'économie qui s'est déplacée pour qui venir. est, qui est Amina Gerba, si je me trompe pas? Non? Effectivement, Amina Oui. Djerba faisait partie de la délégation, ok, D'accord, d'accord. de la délégation. Mais sinon, c'est la chef de la délégation, c'était effectivement la présidente du Sénat D'accord, canadien. Et d'accord. dans la délégation, il y avait Madame Amina Gerba, que je respecte énormément pour tout Mhm. ce qu'elle fait comme action, et que je respecte énormément, qui est venue en Côte d'Ivoire nous rencontrer pour pouvoir vraiment appuyer et mettre en phase l'emphase effectivement sur cette création de la Chambre de commerce. Et vous voyez, DGA International, c'est un élément, je dirais, opérationnel, dans le sens que la chambre de commerce, ça crée, c'est un réseau d'entreprises qui veulent faire affaire entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique, entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Mais par contre, au DGA International, qui est une entreprise privée, c'est pas dans les détails. À savoir, par exemple, il y a une entreprise, on évalue son besoin, après on fait l'installation, on fait une stratégie de déploiement, une stratégie marketing, on recherche, on vend des produits et services, on fait vraiment pas mal de choses avec DGA International. Ok. OK? Euh, Maintenant, peut-être un peu du côté un peu plus personnel. Donc, tu as des activités au Canada, tu as des activités en Afrique. Tu as 8 frères. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont impliqués dans une de ces activités ou pas? Oui, bien sûr, je travaille en famille beaucoup aussi. Ok. En fait, Ok. j'ai mon frère aussi qui est mon partenaire à DGA. Ok. Ouais, c'est mon frère qui est partenaire avec la Joy. J'ai ma femme qui est partenaire aussi à la Joy. OK? Ok. Et dans DGA International, je suis partenaire avec une de mes associées ici qui est au Canada, qui s'appelle Samara Archange. Donc, je dis, je travaille toujours avec du monde pour pouvoir on va dire, nous permettre ensemble de pouvoir trouver des meilleures solutions, Ouais, je dirais. ouais, c'est ça, parce que c'est ça, tu avais mentionné il y a quelques minutes, justement, je m'entoure de personnes et après je fais grossir, je me dis, ok, est-ce que dans ces personnes-là, il y a la famille? Euh, Exact. toujours sur le thème de la famille, mais donc il y a environ une dizaine d'années, je pense que tu as eu ton seul enfant ou ton premier enfant en tout cas. Donc je voulais Ah non, non, savoir. non, les deux, là. T'en as deux maintenant, c'est ça, hein? T'en as deux, ok. Donc je voulais savoir, parce que c'est un peu la réalité de beaucoup de gens, même des gens de notre audience, c'est voilà, des personnes qui vivent en Occident et qui sont entre les deux et qui essaient de voir un peu c'est quoi la transmission, entre guillemets, culturelle. Donc en ce moment, ils sont encore enfants, là, on s'entend, hein, mais en ce moment, tes enfants, leur vision de la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, est-ce que c'est... parce que toi, tu as grandi Toi, c'est vrai que tu as fait ton enfance en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, j'ai Ouais, fait mon enfance en Belgique. Donc, c'était loin pour moi, entre guillemets, le Burundi exact. qui est mon pays. Donc, est-ce que pour eux, le fait que tu puisses faire des allers-retours, est-ce que ça te donne quelque chose de tangible? En fait, en gros, déjà, ma fille, ouais, elle a 13 ans maintenant, qui est Sacha. Je t'avoue, ma fille, elle se sent canadienne d'abord. Ça, je t'avoue. Ouais, ouais, ok. Elle se sent canadienne. Pour elle, elle est de passage en Côte d'Ivoire. OK? Mhm, Elle est de mhm. passage en Côte d'Ivoire. Mon fils qui a 8 ans, lui, il est beaucoup plutôt, bon, il est tranquille, là, tu vois, il aime bien la Côte d'Ivoire, il aime bien le Canada, et qui fait que il se projette, ma fille et mon fils se projettent, se disent que de toute façon, nous sommes Canadiens, OK? Nous sommes Ivoiriens, donc du coup, peu importe où on veut aller, on peut aller plus tard. Tu comprends? Mhm. Donc là, ils sont bien où ils sont pour le moment, même si ils me parlent souvent du Canada parce qu'ils aiment beaucoup la simplicité de vie canadienne. Ça, je t'avoue. Ils Ouais, aiment beaucoup. ouais. Ils aiment beaucoup ça. Parce qu'ils ils retrouvent ces valeurs de simplicité, je dirais, avec leurs amis, c'est plus facile. Donc, ils ont beaucoup apprécié, je dirais, leur vie ici au Canada. Ok, ok, je comprends. Et est-ce que je ne sais pas si ta femme, elle avait un intérêt avec la Côte d'Ivoire avant de te rencontrer ou quoi, mais est-ce que Ah pour elle, il y non, a... aucun intérêt. Aucun intérêt. En fait, en plus, ma femme, bon, elle est extraordinaire parce qu'elle n'avait aucun intérêt à venir ici, à la Côte d'Ivoire, sauf me suivre. Maintenant, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle se sent très bien en Côte d'Ivoire. Elle Mhm. trouve que, je dirais, il y a des défis comme moi. En fait, elle et moi, je t'avoue, c'est comme deux étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Tu Ouais, comprends? ouais. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on a la même valeur. Et vu que elle et moi, on a vécu, bon, moi j'ai vécu la majorité de ma vie aussi à l'extérieur. Donc du coup, nos valeurs sont très, je dirais, communes. Maintenant, en termes de
projection. Elle se dit pareil que moi, si effectivement il y a des opportunités qui nous fait garder en Côte d'Ivoire, on reste en Côte d'Ivoire. Sinon, s'il y a des meilleures opportunités au Canada, on part au Canada. Tu vois, Ok. elle est très open mind et puis on se partage. Parce qu'en fait, tu sais, dans la business, en gros, voici comment je vois les choses. Excusez-moi. Juste un instant, excusez-moi, j'ai un peu de trucs. Voilà. Je vais rentrer rapidement dans ma voiture. Vous m'entendez toujours, hein? On t'entend toujours bien, là. Je suis étonné que ça a bien marché malgré le couloir. Et puis, et puis pour l'audience, sachez qu'il n'est même pas en Côte d'Ivoire, là. Ah Donc non, je suis pas en Côte d'Ivoire. c'est du soleil du Canada, là. Du soleil du Canada. Regardez tout ça. Non, en fait, tout ça pour vous dire que, vous savez, partout où on va, ok, comme on s'est toujours dit, hein, c'est nous qui faisons notre environnement, ok, Mhm, et l'environnement qu'on se crée autour de nous, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est-à-dire que même si, parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous êtes au Canada et vous dites, ah oui, je vais retourner un jour de mon pays, chose que vous devez faire, ok, mais le plus important, c'est de comprendre que c'est l'environnement qu'on construit qui va nous suivre, ok. ouais. Et moi, cet environnement que moi j'ai construit avec ma famille, c'est cet environnement-là qui me permet effectivement d'être toujours bien où je vais. Mhm, OK? Et c'est mhm. hyper important pour moi. Là, je rentre dans la Ah, voiture. vraiment, vraiment Tant mieux. bon. Je pense que c'est vraiment, vraiment super. Je sais pas si Lémi, tu avais des autres trucs par rapport à la Côte d'Ivoire ou par Oh, oui, rapport bien au sûr, sujet bien sûr. d'avant. Ma première question Sinon, d'abord, c'est voilà. parce que j'ai beaucoup aimé quand tu as dit il faudrait un peu, quand on retourne, rebooter aussi un peu la manière de penser, la manière de faire, parce que faut s'adapter à l'environnement sur place et pas essayer d'imposer notre environnement. Tu vois, enfin, l'environnement dans lequel on est habitué, comme par exemple le système canadien. Mais dans ce même sens-là, parce que je vais être honnête avec toi, moi je suis contre les banques. Tu vois. Les banques là, j'ai l'impression elles sont pas encore bien adaptées. Ou pas. En tout cas, c'est du capitalisme. Donc, oui, ça aide, mais en même temps, j'ai l'impression que pour la population, c'est peut-être pas, surtout la population africaine d'Afrique, c'est peut-être pas adapté. Est-ce que dans ce sens-là, tu n'as pas justement un projet ou est-ce que, d'abord pour toi, est-ce que ce que je dis, tu penses que j'ai raison? Enfin, j'ai raison. Dans le sens où, est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou alors, et sinon, est-ce que tu n'as pas pensé à un autre projet qui pourrait être plus adapté comment dire, à l'ivoirien moyen, tu vois, plutôt que d'imposer ce système bancaire qui a du mal, on dirait, à rentrer Non, c'est dans la clair que, population. tu sais, euh, moi, j'aime bien, en fait, quand je fais mes projets, OK, je m'assure quand même au minimal d'assurer un cash flow positif. Donc, quand je choisis mes projets, je choisis certes des petits projets qui me permettent d'assurer un cash flow positif, mais par contre, je suis comme un rêveur. Donc, du coup, automatiquement, je fais d'autres types de projets qui me permettent d'avoir un impact sur ma société. OK? Mhm, Et je sais que le projet qui a un impact sur ma société, c'est pas un projet qui va me faire des revenus demain matin, là. OK? Mhm. mhm. Donc, il fait que le revenu qu'il va me faire demain matin, c'est ce revenu-là, effectivement, que je roule en parallèle. OK? Et j'ai quand même une force de faire quand même beaucoup de choses en même temps. Tu comprends? Et ce qui me permet de faire beaucoup de choses en même temps, c'est mon organisation et mes partenaires avec qui je travaille. OK? Donc, je m'assure que, un, il y a le cash flow positif mensuellement pour payer mes factures. Bien sûr. OK? Et après, derrière, vu que je veux impacter, je dirais, ma société, je veux améliorer ma société à ma manière. Du coup, j'essaie de faire d'autres types de projets plus grands, mais sur du long terme. Donc, c'est dans ce sens-là que tout va dépendre effectivement des personnes qui sont intéressées ou pas à faire des projets. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est question de mindset, c'est question de personnel, en fait. C'est vraiment, c'est quand tu dors de la nuit, là, quand tu te couches, là, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que derrière, je suis bien. C'est ce que D'accord. tu fais, à savoir, tu crées, par exemple, un business d'entretien ménager et que ce business d'entretien ménager est cool, te permet de réussir à nourrir bien ta famille et même aller en exponentiel, mais focus là-dessus. Moi, j'ai des clients que j'accompagne qui sont en France. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en France là, bientôt. Ouais, J'ai ouais, accompagné à deux, trois Paris. clients là-bas. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une chambre, on a créé comme en gros une entreprise qui fait des entretiens ménagers. On les a positionnés au niveau un gros tapage marketing. Ils ont eu des clients qui font du Airbnb et boum, les gars, ils ont explosé.
Et ils font que ça maintenant. Ils font un entretien ménager, mais ils se font des 10 000 € de revenus mensuels. Vous comprenez? On n'a pas besoin aussi de créer, en fait, de l'entrepreneuriat, là, peu importe le terrain de jeu où on est, Mhm. l'objectif, c'est d'être bien dans sa peau, de ce qu'on fait. OK? Moi, je suis bien à faire un mix de petits projets et de gros projets. Mhm. Dans l'accompagnement que je fais avec la cliente, c'est un petit projet pour moi parce que je lui ai mis en place une stratégie, j'ai mis en place un accompagnement, et cet accompagnement-là, elle me paye mensuellement. Mhm. Vous comprenez? Elle est 10 000 €, elle me donne 1 000 €. Hein. Et ces 1 000 € là, 1 000 € là, 1 000 € là, me permettent un peu de vivre dans ma journée. Mais par Mhm. contre, le gros projet plus tard va me permettre de faire autre chose. Donc, c'est ça l'idée. Donc, il y a pas obligatoirement une notion de choix de business à faire. Parce que ça arrive aussi de recréer la roue, là. OK? Ouais, Ça ouais. arrive de recréer une roue, ou dire que oui, je vais recréer. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Quand tu rentres au bled, là, les gens, ils vivent bien, la vie est belle là-bas. Ne pense pas que tu vas venir et tu vas dire, OK, tu vas changer tout ce que vous faites là. C'est n'importe quoi. Je vais vous montrer comment il faut faire. Non, ça n'existe pas. Tu vas te casser la tête. Tu En fait, comprends? ma question, c'était plus de savoir, par exemple, quand je parlais vraiment du système bancaire, tu vois, du fait que tu disais qu'on était peu bancarisé et que justement, toi, tu aidais à ce qu'on puisse plus bancariser cette population. Je voulais savoir, est-ce que c'est le bon, c'est peut-être j'ai trop général ce que je dis, hein, je dis, est-ce que on pourrait pas peut-être adapter un autre système plutôt que la banque qui puisse être plus, répondre aux réalités des gens sur place pour que toute la population puisse en bénéficier? Parce que ça Ah, reste toujours écoute, très peu, j'ai l'impression. parce qu'en fait, l'idée, c'est que, pour répondre à cette question-là, je m'en venais, c'est que, tu sais, je veux pas obligatoirement, moi, à mon niveau, hein, je te parle, moi, à mon niveau, par rapport à ce que je sais faire, tu vois, je sais faire la banque, tu comprends? Je sais faire la banque, je sais faire le conseil au niveau des banques. Donc, automatiquement, effectivement, ça peut exister des systèmes adaptés en Afrique, spécifiques pour l'Afrique. Tu comprends? Mais moi, pour le moment, je n'ai pas ces solutions-là. Mhm. Mhm. Tu Non, je comprends? comprends. Oh, Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, je ne veux pas essayer de recréer une roue qui n'existe ouais. pas. Ok, je comprends. Et une deuxième question, justement, tu Ok. parlais de la diaspora. Quel est le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui voudraient retourner, tu vois, au bled, justement, et se dire, voilà, je veux faire quelque chose, mais j'attends d'abord d'être préparé. Toi, quel conseil tu peux donner à des gens comme moi, qui ont ces petites barrières-là avant de rentrer? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Ou est-ce qu'il faut se préparer? Bon, d'abord, j'aimerais reprendre, c'est très important ce que tu viens de dire. En fait, pour moi, c'est le conseil le plus important que je pense donner. Ici, il y a des gens qui savent, qui prennent quelque chose de fort là, dans cette entrevue-là. C'est ce conseil-là que je m'apprête à donner. Vous savez, je donne un exemple. Quand, en 2019, ok, j'ai rencontré quelqu'un pour pouvoir le financer pour l'immobilier, il m'a dit oui, il préfère attendre que les taux d'intérêt diminuent. Ok? Aujourd'hui, en 2024, il veut acheter maintenant. À l'époque, les taux d'intérêt étaient à 2%, et en 2024, aujourd'hui, les taux d'intérêt à 6%. Il a attendu et au final, on est à 6%. L'achat immobilier, c'est toujours bien. Donc, moi, je vais toujours lui dire, on va trouver des opportunités pour pouvoir optimiser ton investissement. Mais par contre, le fait que tu as attendu, là, tu as perdu deux choses. Tu as perdu le délai de 2019 à 2018. Tu as perdu 5 ans d'investissement. Donc, tu aurais pu être plus riche aujourd'hui que maintenant par rapport à l'investissement que tu as fait. Et en plus, tu as perdu le cash flow positif dû au taux d'intérêt qui est très élevé. Donc, tu as perdu de ton investissement. Mais par contre, tu as perdu ton momentum. La même chose que tu voulais acheter il y a 5 ans en arrière, là, c'est sûrement la même chose que tu vas acheter, mais plus cher, et ça va te coûter plus cher. Hmm. Il n'y a jamais des bons moments pour ne rien faire. Il faut te faire, en fait. L'idée, c'est de toujours faire une étape, la première étape. Et ça risque d'anticiper, comme quoi, oui, dans 5 ans, quand tu as fait ça, dans 8 ans, non, 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 non. Dans un projet, là, il y a toujours le premier, tu vois, la première marche. Fais la première marche, avance. L'immobilier ou la diaspora en Afrique, là, aujourd'hui, si vous ne partez pas, si vous ne venez pas, il y a d'autres personnes qui vont venir. Moi, en Côte d'Ivoire, par exemple, je suis le secrétaire général de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire.
qu'est-ce que je vois continuellement? Là, je suis au Canada, hein. Au Canada, oui, écoutez, hein, au Canada, il Mhm. y a des Canadiens, il y a des entreprises canadiennes, des mines canadiennes, des ingénieurs canadiens, des entreprises dans la digitalisation, en cybersécurité, en transformation agricole, en logistique. Ils m'appellent tout le temps pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Mhm. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chaque jour, je reçois au moins 2 appels d'entreprises canadiennes qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez quoi? Ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas ivoiriens. Ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Ils ont jamais entendu. Ils n'ont jamais mis les Ouais, pieds en Côte d'Ivoire. ils savent peut-être même pas où c'est sur Ils la savent même carte que pas où c'est même tu... sur la carte. C'est ça. Ils savent même pas où c'est. Mais c'est eux là qui m'appellent. Et moi, mes frères là, mes frangins là, Hmm. ah non, non, c'est compliqué, non, la politique, non. Mais bro, qui dit que tu vas rentrer au pays pour faire de la politique? Hmm. Qui dit que toi, là, avec tes 100 000 dollars, là, quand tu vas rentrer au pays, c'est le président de la République qui a dit non, on va te prendre ton argent. Mais non, ils Mhm. s'en foutent de toi. Ce qui est important, c'est ton univers que tu vas construire. Tu comprends? Donc, l'idée, c'est quoi? Quand tu vas avancer, il y a des choses, il y a des erreurs à ne pas faire. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'on sait comment faire, nous, et on est là pour vous accompagner. Mhm. Et l'idée aussi, c'est quoi? C'est que quand tu vas arriver sur place, la même chose que tu as appris, que tu fais ici au Canada, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, tu peux faire la même chose au bled en apportant un meilleur service à la clientèle. C'est très important en Afrique, le service à la clientèle, en te différenciant et en ciblant les gens comme toi qui sont là-bas. Parce que les gens comme toi, les gens de la diaspora qui sont là-bas, là, il y en a beaucoup et ils veulent consommer de la bonne manière et du bon service. Mhm. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre. En fait, on a besoin de toi là-bas, les. Tu comprends? Euh, Le pays a besoin de toi. Le pays veut que son fils parte et revienne vers le bled. c'est- Ouais, très bon, très bon, très bon point là. Ça, c'est vraiment un super ce que tu as dit là les 2 dernières minutes. Ce serait super pour conclure comme ça. Mais j'avais un tout dernier truc que tu as dit au tout début et que je veux quand même revenir là-dessus parce que c'est fort par rapport à notre identité, l'identité panafricaine de la page, afro-caribéenne de la page. Donc, du côté de ta maman est guadeloupéenne. Donc, je voulais savoir si toi, par rapport à la Guadeloupe, parce que tu as déjà été là-bas ou est-ce qu'il y a Oui, il a été cet là-bas. aspect culturel aussi qui fait partie de ta vie. Si, si, effectivement, j'ai fait 2 ans de ma vie là-bas. Je disais 2 ans. Mais pour faire rapide, quand je suis arrivé, bon, les Guadeloupéens me pensaient Guadeloupéen au début. Quand ils ont su que j'étais africain, j'ai eu une intégration à faire. C'était un autre challenge, ça je vous l'avoue, Ah bon? un autre challenge. Parce que bon, vous savez, les Guadeloupéens, bon, au début, c'est tout, il y a certains Guadeloupéens qui ne savent même pas effectivement où est la Côte d'Ivoire, où est l'Afrique. Donc, c'était un gros challenge parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui me voyaient comme un petit Africain avec un gros ventre qui venait. En fait, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils pensaient, ces Guadeloupéens-là. Ça, c'était en Euh, 2000, en 2000, hein, je pense. en 2000. Oh non, Mhm. 98, en 98. Donc, il y a certains Mhm. types de Guadeloupéens qui ne savaient pas. Mais par contre, il y a d'autres types de Guadeloupéens, au contraire, qui étaient waouh, ils me voyaient comme un héros, waouh, la terre-mère, waouh, ci, waouh, ça. Donc, du coup, j'ai fait mon Ouais, choix. Je me suis entouré de personnes qui aimaient, ouais, qui étaient ouais, ouvertes dans l'esprit, qui étaient ouvertes, Exact. si, et c'était super bien passé. Au final, ok. c'est super bien passé. Et j'avoue que la majorité des Guadeloupéens que moi, je fréquentais, ok, je peux pas juger je dirais de toute la Guadeloupe. Mais par Ouais, contre, ouais. les Guadeloupéens que moi, je fréquentais, ils étaient très ouverts. Il y a des Guadeloupéens même qui sont venus même en Côte d'Ivoire pour connaître la Guadeloupe, pour connaître la Côte Ouais. d'Ivoire. Mhm. Ils parlaient même d'aller au Bénin. Donc, du coup, j'ai vraiment, je dirais, dans toute société, hein, partout où on est là, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des bons, il y a des Ouais, mauvais. ouais. Et encore une fois, les gars, il faut s'entourer des bons. Tu vois? Construire son environnement. Ouais, Parce que, ouais. tu sais, la manière que tu vas réfléchir, la manière que tu vas agir, la manière que tu vas faire dépend beaucoup de qui tu fréquentes. Mhm. Tu comprends? Si tu fréquentes des gens qui disent, ah, mais bro, c'est compliqué ce que tu fais, mais non, mais ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais ça? Tu vas penser que tout Tu vas est penser, compliqué. tu vas penser ça Tu aussi. vois? Ben, le mindset, là, c'est ça. Le mindset, là, tu vois? Moi, là, tu vois, je m'entoure des gens qui sont comme des gagnants. Mhm. Tu vois? Ils n'ont pas peut-être réussi parce qu'ils n'ont pas peut-être la chance d'avoir ce que moi, je peux avoir de ma vie. Mais par contre, ils sont gagnants. Ils ont Ok. un mindset de gagnant.
Ils y vont, ils veulent toujours, ils y vont, ils veulent toujours. Et moi, c'est ces personnes-là que moi, je veux avoir dans mon entourage. Tu comprends? Et c'est dans ce sens-là que je dis simplement, construisons notre entourage de la bonne manière, les gars. Mhm. Ah, excellent, excellent. Et puis c'est bien, hein, Côte d'Ivoire, Guadeloupe, c'est deux endroits où il y a des très bons artistes, des très bons chanteurs en plus que j'adore. Exact. Donc, En plus, Kassav, vous connaissez Kassav. Bien C'est un sûr. groupe oh, oui, oui. guadeloupéen qui était fait en Côte d'Ivoire. Donc le lien est fait là, Ah, tu vois. ok, Ah, ok, 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 ok. ah. Ah, Ah oui, intéressant. le Kassav a cartonné à l'époque Ah parce ouais. qu'en gros, toute la Côte d'Ivoire était derrière Kassav, Ah, tu vois. magnifique, Ah non, c'est magnifique. beau. Donc ma mère disait, tu vois, c'est un petit Guadeloupe qu'elle a laissé ici en Côte d'Ivoire. Donc, Excellent. Ah non, c'était vraiment, vraiment super, Gbeli. Là, c'était vraiment une super, super interview avec toi. Une très belle fenêtre aussi, là, sur toi en tant que personne, ton parcours, ta famille, l'intégration à Montréal, la façon dont tu as réfléchi quand tu avais tes deux boulots et tout ça. Là, c'est vraiment, vraiment bien la mentalité de fonceur et vraiment se construire un environnement. Il y a vraiment énormément de belles choses que tu nous as partagées. Si les gens veulent tu as mentionné pas mal de choses, mais si maintenant les gens veulent t'entrer en contact avec toi, quelle serait la façon la plus facile? bon, beaucoup LinkedIn Mhm. sur Belly Guerrero. Ok, il y a Ouais. mon lien LinkedIn qui peut s'afficher. Instagram, c'est I am Belly. I am, Mhm. c'est I-A-M. Belly, c'est G-B-E-U-L-I. Mhm. Donc, c'est vraiment les deux réseaux que je travaille beaucoup. Facebook, pas beaucoup. Mais par contre, en gros, rapidement, pour conclure aussi, je suis en train de faire actuellement une grosse formation sur l'investissement immobilier, ok, qui sera accessible à tout le monde. Je vais comme la diffuser bientôt et ça donne vraiment les principes de base de l'immobilier. Et je tiens quand même à ça parce que c'est quand même un accélérateur de richesse, l'immobilier. Et aujourd'hui, moi, l'immobilier m'a permis de faire beaucoup de choses dans ma vie. Dans les moments difficiles, l'immobilier m'a aidé. Dans les moments plus faciles, l'immobilier m'a aidé. Et je dis simplement que ne pas hésiter à vouloir dormir chez soi. C'est important. Exact. Ah ouais, magnifique. Donc, c'est autant riche au Canada qu'en Afrique, Ouais, l'immobilier. beaucoup. Ouais, ouais. Ok. Partout où Ok. on va, Guy. Partout où on va. Parfait. Ok, Merci, Lémi, en tout cas. magnifique. Merci, Diogène, pour Ouais. cette entrevue. Ah, C'était merci. excellent. Et je trouvais que vous êtes sur quelque chose, une mine d'or, et ne lâchez pas ça. Ah, merci. Merci. Merci, Merci à ouais. toi. Merci Merci, vraiment. hein. Merci à vous. Ouais. À bientôt, hein. Merci à vous. Passe une Bye bonne journée, bye. hein.